Au cours des premières semaines de la Grande Guerre, le croiseur léger SMS Emden avait déjà réduit à néant près de 60% du commerce allié dans l'océan Indien. Porté par cette vague de panique, son capitaine, le commandant Karl von Müller, ne se contentait plus de pourchasser les cargos isolés. Il visait désormais des cibles plus vastes, plus audacieuses. Le 22 septembre 1914, l'Emden s'approcha discrètement de Madras, l'un des ports stratégiques de l'Empire britannique, sur la côte orientale de l'Inde. Sur le rivage, d'immenses réservoirs de pétrole reposaient à découvert, vulnérables comme une provocation lancée aux corsaires allemands. L'ordre de feu jaillit, les canons grondèrent. Les deux premières volées tombèrent court, mais la troisième fit mouche. Une détonation colossale embrasa le quai. Près de 5000 tonnes de pétrole explosèrent en une nuée incandescente. Les flammes transformèrent la nuit en plein jour. Sur la passerelle, von Müller demeurait impassible, conscient que désormais l'Empire britannique le pourchasserait sans répit. Mais cette attaque n'était pas un hasard. Il savait pertinemment que frapper Madras revenait à défier directement la puissance navale du plus grand empire mondial. Face à lui se dresseraient bientôt 14 navires lancés à ses trousses pour un seul croiseur. Mais c'était exactement le duel qu'il désirait. Depuis le tournant du siècle, l'Allemagne impériale nourrissait des ambitions bien au-delà de l'Europe. Pour protéger ses comptoirs en Asie et dans le Pacifique, Berlin s'appuyait sur l'escadre d'Extrême-Orient, basée à Tsingtao, composée de croiseurs modernes et de navires de soutien. Elle était commandée par le contre-amiral Maximilian von Spee, marin expérimenté et redouté. Pourtant, dans cette ère de vapeur et d'acier, la vraie force ne venait pas des canons, mais du charbon. Sans lui, aucun navire ne pouvait ni combattre ni fuir. Dans ce contexte, l'Emden allait se retrouver isolé. Mais Müller était prêt. Il n'avait pas besoin d'une flotte entière pour frapper. Son croiseur léger, un bâtiment gracieux de classe Dresden, déplaçant 3500 tonnes, suffisait. Élégant, rapide et redoutable, il était devenu entre les mains de son capitaine une arme aussi souple que meurtrière. Müller, homme de discipline froide et de commandement méticuleux, inspirait une confiance absolue à son équipage. À ses côtés, son second, le capitaine-lieutenant Helmut von Mucke, au tempérament fougueux, apportait une énergie téméraire, parfaitement complémentaire de l'austérité de son supérieur. À l'été 1914, alors que l'Europe vibrait sous les tensions d'avant-guerre, la vie semblait suivre son cours normal jusque dans les mers d'Asie. L'arrivée du croiseur britannique HMS Minotaur à Tsingtao se fit sur un ton presque amical. Allemands et Britanniques échangèrent banquets, rires et compétitions sportives, bien loin de s'imaginer que quelques semaines plus tard, ils seraient ennemis. Mais les festivités cédèrent vite la place à la discipline. Avec la montée des tensions, l'amiral Spee remplaça les marins vétérans par de jeunes recrues et intensifia l'entraînement. Rapidement, l'équipage de l'Emden se montra à la hauteur. Le bâtiment filait 25 nœuds, portait 10 canons de 105 mm, 9 pièces de 47 mm, 4 mitrailleuses et 2 tubes lance-torpilles. Le 28 juin 1914, l'attentat de Sarajevo emporta l'archiduc François Ferdinand. En l'espace de quelques semaines, le système des alliances plongea toute l'Europe dans la guerre. Et l'Emden, déjà en position, allait entrer dans l'histoire. Le 4 août, patrouillant au large de la péninsule coréenne, ses vigies signalèrent une silhouette à l'horizon, 4 hautes cheminées, découpées dans la brume. Müller supposa qu'il s'agissait du croiseur russe Askold et donna aussitôt l'ordre d'intercepter. Les salles de machines rugirent, les projecteurs fouillèrent la mer. Le navire repéré refusa d'obtempérer aux sommations, jusqu'à ce qu'un tir d'avertissement l'oblige enfin à stopper. Mais en montant à bord, la surprise fut totale. Ce n'était pas l'Askold, mais un cargo moderne, le Ryazan, de 3500 tonnes également. Bien que sa cargaison fût banale, Müller n'allait pas le relâcher. Il en fit un précieux butin. Le 6 août à l'aube, le pavillon allemand flottait sur le Ryazan capturé à son arrivée à Tsingtao. Transformé en corsaire auxiliaire, rebaptisé SMS Cormoran, il inaugura à peine la guerre que déjà l'Emden démontrait sa redoutable efficacité. Le 13 août, la situation de l'amiral von Spee devenait intenable. Son escadre d'Extrême-Orient, 2 croiseurs cuirassés, 4 croiseurs légers et plusieurs navires de ravitaillement, était coupés de toute source sûre de charbon et menacés par les Alliés. Rester en mer de Chine aurait signé sa perte.
Il décida alors de conduire ses forces vers le Pacifique oriental, espérant trouver refuge et ressources dans les ports neutres d'Amérique du Sud, tout en ayant l'occasion d'attaquer les trafics britanniques. Mais Spey ne partit pas seul. Il confia à l'Emden une mission singulière. Rester dans l'océan Indien, opérer en franc-tireur, accompagné seulement du charbonnier Marcomania, chargé de 6000 tonnes de combustible. Cette décision allait transformer l'Emden en légende. Pour tromper l'ennemi, Müller fit installer une fausse quatrième cheminée sur son navire, donnant ainsi au croiseur allemand la silhouette d'un bâtiment britannique de classe County. Grâce à ce camouflage subtil, de nombreux cargos confondraient l'Emden avec un protecteur allié et le laisseraient approcher innocemment, jusqu'à l'attaque. Le 29 août, l'Emden et la Marcomania pénétrèrent dans le golfe du Bengale, artère vitale du trafic commercial britannique. Les navires marchands y naviguaient sans méfiance, persuadés que l'escadre de von Spee continuait sa route vers le Pacifique et qu'il ne risquait rien. Début septembre, cependant, l'Emden errait encore sans résultat, ses réserves de charbon s'amenuisant dangereusement. Dans la nuit du 9 septembre, en approchant des côtes de Ceylan, Müller, de plus en plus inquiet, fit scruter l'horizon par ses officiers. Soudain, une lueur apparut au loin. Un navire. En quelques minutes, l'Emden le rejoignit, tira un coup d'avertissement et força l'arraisonnement. Ce n'était pas un Britannique, mais le vapeur grec Pontoporos, chargé de charbon à destination de Bombay pour la Royal Navy. Müller proposa un choix au capitaine. La confiscation pure et simple, ou bien l'escorte sous pavillon allemand avec équipage sauvé. Le capitaine grec opta pour la seconde option. Ainsi, le Pontoporos devint malgré lui une annexe de la petite flotte de Müller, offrant un répit vital. Mais pour les Britanniques, le choc fut immense. Le golfe du Bengale, supposé sûr, venait en une nuit de se transformer en zone de guerre. Dans les rapports allemands, l'Emden fut décrit comme un « loup au milieu des moutons », décidé à frapper le maximum d'ennemis sans jamais se laisser enfermer. Le lendemain, le croiseur captura le transport britannique SS Indus, qui transportait des chevaux pour l'armée indienne. Une fois l'équipage préservé, le navire fut sabordé à l'explosif. Rapidité, précision, aucune pitié pour la logistique britannique. Et ce n'était que le début. En quelques jours, deux autres cargos, le SS Lova et le SS Killingholm, subirent le même sort. Chacun de ces coups provoquait davantage de panique. L'objectif de Müller n'était pas seulement de couler des navires, il voulait frapper l'infrastructure même de l'Empire. C'est pourquoi, le 22 septembre, l'Emden mit le cap sur Madras. Là se trouvait une installation cruciale de la Burma Oil Company. Détruire ces dépôts, c'était infliger aux Britanniques une atteinte à la fois stratégique et symbolique. La côte indienne, paisible depuis des générations, allait connaître la guerre. À la nuit tombée, l'Emden ralentit à moins de 2000 de la ville, parfaitement illuminée malgré des ordres de blackout ignorés. Müller réunit ses canonniers. Sa consigne était claire, sous aucun prétexte tirer sur les zones civiles. Les deux premiers projectiles s'égarèrent, mais le troisième percuta un réservoir. Une colonne de feu jaillit, embrasant le ciel. D'autres salves suivirent, embrasant en tout près de 5000 tonnes de carburant. Les batteries côtières britanniques ripostèrent pêle-mêle, trop tard. L'Emden s'éloignait déjà indemne dans la nuit, laissant derrière lui une ville en flammes, stupéfaite. Pour la première fois, l'Inde britannique découvrait que nul port n'était à l'abri. L'attaque de Madras provoqua une onde de choc immense. Nul, dans le rage britannique, n'avait imaginé qu'un croiseur allemand puisse venir frapper ainsi au cœur d'une grande cité de l'Inde. Le message de Müller était limpide. Aucun rivage de l'Empire n'était vraiment à l'abri. En quelques semaines seulement, l'Emden avait mis hors de service ou coulé près d'une dizaine de navires marchands. Mais malgré ses succès, le capitaine von Müller ne perdit jamais son code d'honneur. Chaque fois qu'il arrêtait un bâtiment, il veillait à ce que les équipages prisonniers soient traités avec respect. On leur laissait récupérer leurs affaires personnelles, parfois même des vivres pour le retour. Si des femmes ou des enfants se trouvaient à bord, le navire était relâché. Cette conduite chevaleresque, rare dans la brutalité moderne de la guerre, contribua à forger autour de l'Emden une aura quasi mythique. Tandis que la panique paralysait les routes commerciales de Suez à Singapour, le croiseur allemand acquérait une réputation paradoxale, celle d'un corsaire implacable mais honorable. En à peine un mois,
Le commerce britannique dans l'océan Indien s'était effondré de près de 60%. Les chambres de commerce de Bombay, Calcutta, Singapour ou encore Melbourne adressaient télégramme sur télégramme, exigeant une réaction immédiate. La réponse fut massive. 78 navires de guerre britanniques, français, russes et japonais furent redéployés dans la région pour chasser le fugitif. Et pourtant, malgré cet écrasant dispositif, l'Emden continuait de frapper plus vite que ses ennemis ne pouvaient réagir. La Royal Navy elle-même dut retirer certains navires de l'océan Indien, tant la situation devenait intenable. Un seul croiseur isolé parvenait à tenir en échec 4 marines alliées, défi jamais vu dans l'histoire navale moderne. Début octobre, après des semaines d'opérations incessantes, Müller mit le cap sur Diego Garcia, une île reculée administrée par les Britanniques à 1600 km au sud de l'Inde. Il s'attendait à trouver des batteries prêtes à l'accueillir à coups de canon. Mais lorsqu'il entra dans le lagon, ce fut le silence. Pas un tir, pas une alarme. Les habitants l'accueillirent même avec hospitalité. La raison était sidérante. Dans ce recoin isolé de l'océan, les nouvelles de la guerre n'étaient pas encore parvenues. Pour les résidents britanniques, l'Allemagne restait officiellement une nation amie. Profitant de cette naïveté, l'Emden jeta l'ancre. L'équipage, exténué, put enfin respirer. On mangea des produits frais, on répara les uniformes, les mécaniciens s'attelèrent aux machines malmenées par des semaines de campagne. Par reconnaissance, les marins allemands aidèrent même les insulaires à remettre en état une embarcation locale. Après près d'une semaine de repos paradisiaque, le croiseur repartit, ragaillardi, prêt pour une nouvelle série de coups de main dans les lacs d'Yves. En quelques jours, l'Emden s'aborda 5 vapeurs supplémentaires, y compris une drague venue de Tasmanie, avant de s'évaporer à nouveau dans l'immensité. Lorsqu'il réapparut, ce fut en Malaisie britannique, dans le port de Penang, à la fin octobre. L'opération allait entrer dans la légende. L'aube du 29 octobre 1914 se leva sur un port voilé par une épaisse brume tropicale. Les habitants dormaient encore tandis que, derrière ce rideau de vapeur, se cachait une cible parfaite, le croiseur russe Jemtchug, vétéran mais affaibli, ancré pour réparation. Une seule de ses chaudières fonctionnait, et ses ascenseurs à munitions étaient hors service. Il n'était, en réalité, qu'une proie facile. L'Emden, dissimulé par son faux profil britannique, 4 hautes cheminées, s'approcha sans être inquiété. À seulement 300 mètres du flanc du Jemtchug, la comédie prit fin. Le pavillon à croix de fer fut hissé et une première salve tonitruante éventra le croiseur russe à bout portant. 3 minutes plus tard, un torpille allemande achevait de percer sa coque. La dévastation fut foudroyante. En moins d'un quart d'heure, le Jemtchug s'enfonça, ne laissant dépasser que ses mâts à travers la fumée noire. Penang, encore assoupi au réveil, devint un champ de cauchemar. Et l'Emden ne s'arrêta pas là. Avant de repartir, il intercepta le destroyer français Mousquet, qu'il coula également après un court engagement. Ironie macabre, Müller fit ensuite recueillir les survivants alliés et les laissa débarquer, comme pour sceller la réputation ambivalente de son navire, spectre de mort, mais aussi corsaire chevaleresque. À nouveau, le corsaire se volatilisa. Les croiseurs alliés lancés à ses trousses ne trouvèrent que la mer vide. L'Emden réapparut des semaines plus tard, poursuivant ses multiples guet-apens, jusqu'à ce que Müller choisisse une cible qui allait sceller son destin, les îles Cocos. Le 9 novembre 1914, l'Emden s'approcha de cet atoll apparemment insignifiant, perdu en plein océan Indien. Mais Müller savait que ce lieu recelait un objectif stratégique, une station télégraphique et un câble sous-marin vital qui reliait l'Australie à l'Inde, à l'Afrique et jusqu'à l'Europe. Détruire ce nœud de communication, c'était comme ouvrir une artère de l'ennemi. Confiant qu'aucune force ennemie n'était proche, il ordonna un débarquement. 50 hommes, menés par von Mucke, gagnèrent direction Island pour détruire les installations. Mais un employé chinois, ayant aperçu la silhouette de l'Emden, alerta en urgence la station télégraphique. Avant que les brouilleurs de l'allemand ne puissent agir, un SOS Emden ici filait déjà dans le câble et sur les ondes. À moins de 100 km de là, un convoi australien et néo-zélandais transportant des milliers de soldats vers le Moyen-Orient croisait la zone, escorté par le croiseur australien flambant 9 HMAS Sydney, bien plus rapide et mieux armé que l'Emden. Lorsque la vigie du corsaire aperçut une silhouette approchante à 9 heures du matin,
Muller comprit aussitôt que l'heure fatidique avait sonné. Il donna l'ordre de mettre cap au large, mais il laissait derrière lui ses 50 meilleurs hommes encore occupés à terre. À l'entrée même du port, les canons de l'Emden tirèrent les premiers, infligeant un coup heureux au Sydney qui endommagea ses systèmes de télémétrie. Mais l'avantage fut de courte durée. Le croiseur australien, doté d'une artillerie de 150 mm de plus longue portée, riposta avec une précision meurtrière. Tir après tir, l'Emden fut déchiqueté. Ses cheminées s'effondrèrent une à une, son mât explosa, les flammes gagnèrent en la poupe. Le navire naguère élégant n'était plus qu'une carcasse en feu. Comprenant qu'il n'y aurait ni fuite ni salut, Muller dirigea volontairement le bâtiment sur un récif corallien pour éviter la perte totale de son équipage. Même échoué, le pavillon allemand continua à flotter et les derniers canons tonnèrent, jusqu'à ce que Muller ordonne enfin de l'abaisser. La bataille des Cocos s'achevait. Ce fut la première grande victoire navale de l'Australie. En 96 jours de campagne, l'Emden avait coulé ou capturé une trentaine de navires, représentant plus de 100 000 tonnes de tonnage allié perdu. Ces exploits allaient nourrir une légende, qui dépassa les clivages. Après la guerre, von Müller, libéré d'un camp de prisonniers à Malte, rentra en Allemagne en héros national, décoré de la Croix de Fer. Mais l'admiration franchit même les frontières ennemies. Le Daily Telegraph britannique salua en lui un officier et un gentleman, ingénieux, audacieux, mais toujours respectueux envers les équipages capturés. Plusieurs navires ultérieurs portèrent le nom Emden, perpétuant cet héritage insolite d'un corsaire à la fois redouté et admiré. Même en Inde du Sud, où il avait semé le chaos, son nom entra dans la langue tamoule. Emden devint synonyme d'homme rusé, insaisissable, impossible à attraper. Ainsi s'acheva l'histoire d'un croiseur qui, seul, avait défié un empire entier et laissé derrière lui une trace plus durable encore que ses bombardements et ses flammes.